Selon son biographe, le deuxième cousin de la reine a ordonné une opération voyou du MI6 qui menaçait d'engloutir toute la famille royale. Cela fait 66 ans depuis la dernière observation enregistrée de l'homme grenouille de la Royal Navy Lionel Buster Crabbe. Le 19 avril 1956, au plus fort de la crise de Suez, Lionel a mystérieusement disparu, conduisant à des théories de meurtre, d'espionnage et de dissimulation par le gouvernement. Mais maintenant, les experts ont fait la lumière sur la tournure déroutante des événements, un personnage notable devenant l'objet d'un complot présumé. Dans le dernier épisode de Cover-Up, Ministry of Secret, un podcast d'investigation animé par l'écrivain et historien Riley Smilton et produit par Sarah Peters, le duo découvre les récits inédits de l'un des grands mystères non résolus du XXe siècle. Avec l'aide de plusieurs experts et témoins, M. Milton et Mme Peters se sont penchés sur la disparition de Lionel Crabbe, un voyage qui les a finalement conduits à Lord Louis Mountbatten, ancien gouverneur général de l'un des proches parents de la famille royale. Qui était Lionel Crabbe? Lionel, né à Londres, a rejoint la Royal Navy Volunteer Reserve en 1941. Là, il a découvert sa passion et ses compétences pour la plongée, faisant bientôt partie de la nouvelle unité de plongée de la force qui a été envoyée pour enlever les mines à patelles non explosées attachées aux coques d'un certain nombre de vaisseaux alliés. Surnommé Buster d'après le nageur olympique américain et héros d'action Buster Crabbe, Lionel a été reconnu pour sa bravoure et ses prouesses en plongeon. Il a ensuite reçu une médaille George et a été promu lieutenant-commandant en charge de toutes les opérations de déminage sur la côte italienne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Lionel a reçu un OB. Et bien qu'il ait quitté la marine peu de temps après, il est resté en contact étroit avec ses camarades militaires et a participé à un certain nombre de projets navals. Ayant pris sa retraite de la plongée professionnelle en 1955, il aurait été recruté par le MI6. Sa dernière mission. En avril 1956, les premiers ministres actuels et successifs de l'Union soviétique, Nikolai Bulganin et Nikita Khrouchtchev, sont arrivés en Grande-Bretagne pour une visite de bonne volonté au milieu de la crise de Suez. Alors que la Grande-Bretagne et l'Égypte étaient bloquées dans un désaccord sur la propriété du canal de Suez, les Russes avaient fourni des armes aux Égyptiens, ce qui signifiait qu'il était important pour la Grande-Bretagne de maintenir des relations avec la Russie aussi amicales que possible. Le navire russe Ordzhonikidze a accosté à Portsmouth et peu de temps après, Khrouchtchev a allégué avec colère que son navire avait été surveillé par les services de renseignement britanniques. Le 20 avril, lors d'un incident soi-disant sans rapport, l'amirauté a signalé la disparition de Lionel Crabbe, présumé mort. La disparition de Lionel est entourée de mystères depuis des décennies. Mais maintenant, pour la première fois, un expert a parlé de la triste vérité de ces dernières heures. Anne Bevan est la veuve du docteur John Bevan dont les livres, Commander Crabbe, What Really Happened? Et Crabbegate, ont exploré le mystère de Lionel Crabbe. Le docteur Bevan, décédé d'un cancer en février 2020, a interrogé plusieurs personnes sur la disparition, dont beaucoup avaient signé la loi sur les secrets officiels, et il avait juré de ne jamais révéler ce qu'elle avait dit. Cependant, comme l'a expliqué M. Milton, le docteur Bevan n'est plus en vie, pas plus que ceux qu'il a interrogés. Et une grande partie de cette histoire est maintenant fermement ancrée dans le passé, ajoutant qu'après toutes ces années de recherche entre mari et femme, Madame Bevan est maintenant prête à partager la véritable histoire. Que s'est-il réellement passé?
Le mercredi 18 avril 1956, Lionel s'est enregistré à l'hôtel Saliport avec son responsable de la CIA, Bernard Smith, qui lui avait demandé s'il aimerait descendre à Portsmouth pour faire une enquête sur les navires russes en visite, selon à Madame Bevan. Après avoir passé la soirée au pub avec ses anciens copains de la marine, Lionel était encore mal en point à l'aube du lendemain, 19 avril, alors qu'il devait faire sa plongée secrète, a déclaré M. Milton. Ce qui lui est arrivé après cela est en grande partie inconnu, à part qu'il a été repéré faisant surface entre deux croiseurs russes. Il s'est peut-être évanoui, a déclaré Madame Bevan. S'il y avait une accumulation de dioxyde de carbone dans son équipement, cela aurait pu contribuer à son évanouissement. Si vous me demandez ce qui est arrivé à Lionel Crabb ce jour fatidique, je dirais qu'il s'est noyé. Elle a ajouté, et puis, bien sûr, toute l'histoire commence. La couverture. Après avoir dérivé dans les eaux troubles pendant des heures, le corps de Lionel s'est accroché sous l'une des jetées du port. Tout ce qui est lourd sur le fond marin est entraîné vers les côtés du port alors que les tourbillons d'eau sortent, a expliqué Madame Bevan, et la jetée du chemin de fer sud, où il effectuait ses enquêtes, est connue pour collecter des débris CIST sortant du port de Portsmouth. À ce stade, Whitehall avait été informé du statut de disparu de Lionel, tout comme les plongeurs de la Royal Navy basés à Portsmouth. Nous savons que le lendemain de sa disparition, des plongeurs ont été envoyés pour rechercher son corps, a confirmé Madame Bevan, marquant une révélation importante. La Royal Navy a lancé une opération de plongée secrète pour récupérer le cadavre de Lionel. Et nous savons que le premier endroit où ils auraient enquêté aurait été là parce que si est l'endroit le plus susceptible de s'en mêler, a ajouté l'expert. L'un des plongeurs a trouvé le corps de Lionel et a réussi à le démêler, mais il était maintenant confronté à la tâche difficile de le ramener à terre. Madame Bevan a expliqué, il aurait dû traîner un corps le long du fond marin. Retour à un endroit où ils auraient pu le récupérer. Elle a poursuivi en affirmant que le corps de Lionel avait été transféré sur un bateau et transporté à travers le port jusqu'à Fort Moncton, une base top secrète, où l'opération secrète serait restée invisible. Toutes les personnes interrogées par le docteur et Madame Bevan ont déclaré que le corps de Lionel avait été retenu là-bas pendant des mois. Afin de rendre crédible le fait qu'il s'agissait du corps de Crabb, il devait s'agir d'un corps qui avait été immergé dans l'eau depuis le jour de sa disparition, a déclaré Madame Bevan, admettant qu'elle ne connaissait pas les détails précis. Il devait avoir été véritablement dans la mer et avoir subi les conditions qu'il aurait subies sous 15 mois d'immersion. Je pense que cela aurait probablement été une cage sous l'eau. Quelque part le long du front de mer là-bas. Ce que l'on sait, c'est que le corps de Lionel a été retiré du port de Chichester, à des kilomètres le long de la côte, à la fois de Stokes Bay, où le plongeur est mort, et du port de Portsmouth, où il a été vu vivant pour la dernière fois. Il a été retrouvé le 9 juin 1957, un peu moins de 14 mois après sa disparition. Il lui manquait la tête et les deux mains, ce qui le rendait impossible à identifier, en utilisant la technologie alors disponible. Mais une enquête ultérieure a vu le pathologiste, le docteur D.P. King, fournir la preuve qu'il avait trouvé une cicatrice en forme de I derrière le genou gauche et une cicatrice proéminente sur la cuisse gauche, correspondant à celle de Lionel Crabb. Monsieur Milton a théorisé, alors il demande à ses gars de Fort Moncton de jeter le cadavre dans le port de Chichester. Si est-il l'endroit idéal car les pêcheurs locaux utilisent d'énormes filets fourre-tout pour y pêcher. Tout est ramassé.
Ils savent donc qu'il sera trouvé, à des kilomètres de leur opération voyou dans le port de Portsmouth. Et lorsque Madame Bevan a discuté de la théorie avec un agent du MI6 à la retraite, il aurait dit « Je n'avais pas le droit d'en parler jusqu'à récemment, mais j'étais membre du MI6 à l'époque. Et je peux vous dire que si est exactement ce que nous aurions fait. Lord Mountbatten et les désherbeurs. » Les documents officiels détaillant ce qui est arrivé à Lionel Crabb sont sous embargo jusqu'en 2057, 100 ans après la découverte de son corps. Et selon un historien, cette décision a été prise pour protéger Lord Louis Mountbatten. Andrew Loveney, auteur de The Mountbatten, a affirmé que c'était le premier comte Mountbatten de Birmanie qui avait ordonné le dernier plongeon de Lionel Crabb. Il avait le pouvoir de donner des instructions. Il avait le caractère pour le faire. Mountbatten a dû être au centre de tout cela en tant que chef de la marine, a-t-il déclaré au podcast. Monsieur Loveney, qui s'est battu pendant des années pour obtenir les Mountbatten Papers, qui ont été achetés avec l'argent des contribuables, puis délibérément gardés secrets par le cabinet Office, rendu public, pense que Lord Mountbatten a ordonné une opération voyou du MI6 qui a vu Lionel Crabb se lancer dans la plongée secrète. Il adorait les sales tours et les opérations secrètes, a-t-il déclaré dans un épisode précédent du podcast. Quelqu'un a dit que s'il avalait un clou, il était si tordu qu'il en sortirait un tire-bouchon. Je pense donc qu'il est très probable qu'il aurait été impliqué. C'était une sorte d'aventurier de garçon et cela correspond parfaitement à ce moule. Il est donc inconcevable que, dans la position qu'il occupait et compte tenu de son passé, il n'ait pas été au courant de cela. Il pense également qu'il existe un cercle restreint secret opérant dans l'ombre de Whitehall, un groupe connu sous le nom de The Wider. Monsieur Milton a expliqué, leur travail consiste à éliminer les documents sensibles et embarrassants. Et assurez-vous qu'ils restent secrets. Pour toujours. M. Loveney a ajouté, nous ne savons pas parce que nous ne savons pas qui sont les Wider. Et ils ne font confiance à personne de l'extérieur, même s'ils ont fait l'objet d'un contrôle de sécurité. Je soupçonne que ce sont des gens avec une cote de sécurité très élevée, donc ils auraient eu des emplois très sensibles, à qui on saura qu'on peut faire confiance. Ce sont probablement principalement des gars qui savent faire ce qu'il faut. Il aimait les coups bas et les opérations secrètes. Quelqu'un a dit que s'il avalait un clou, il était si tordu qu'il en sortirait un tire-bouchon. Je pense donc qu'il est très probable qu'il aurait été impliqué. Il était une sorte d'aventurier du garçon et cela correspond parfaitement à ce moule. L'historien a poursuivi en disant que certaines parties de leur rôle sont inoffensives, expliquant, donc, si l'un de leurs copains a été attrapé, habillé en vêtements de femme, et qu'il y a une histoire à ce sujet, si est-il une des choses qui sera probablement désherbée. Cependant, il a émis l'hypothèse qu'ils sont également là pour dissimuler des erreurs et que leur mot à dire est définitif. Il n'y a aucun moyen de le contester. Et il n'y a aucun moyen de contester les raisons, a-t-il déclaré. Monsieur Loveney a affirmé que le rôle central de Lord Mountbatten aurait menacé d'engloutir la famille royale, ce qui signifie que le scandale a dû être dissimulé pendant 100 ans. Dissimulé, jusqu'à ce que la reine, le roi Charles et tous les proches de Mountbatten ne soient plus en vie, a déclaré M. Milton, qui a conclu, des décisions prises par ceux au pouvoir qui ont mal tourné, qui ont mis en danger des vies ici et à l'étranger.
Des décisions dont l'impact se ferait sentir de génération en génération. Des décisions dont personne ne pourrait jamais être tenu responsable, parce que personne n'a jamais été autorisé à le savoir. La seule certitude est que quelque part au fond de Whitehall, enfermé dans un tiroir, prenant la poussière, il y a un dossier de Lionel Crabb révélant toutes les personnes impliquées dans cette triste affaire.